Au sommaire, affaire cité Tobago, l'État ne va plus détruire les 6 maisons qui restent sur le site. D'après le collectif des victimes, des négociations avec les autorités sont en cours pour une issue heureuse. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, une partie de l'opinion divisée sur la question de la réduction de la durée et du nombre de fois à effectuer le Hajj. Tout cela a été agité par le ministre des Affaires étrangères hier à l'Assemblée nationale. Sortie très critique de Yahya Jammeh contre certaines personnalités sénégalaises, des ressortissants gambiens à Dakar demandent à leur président de ne pas détruire les relations entre leur pays et le Sénégal. Et puis, budget du Sénégal 2016, le chef du département économie et gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar relève des incohérences pour Aliou Diouf. Le Sénégal ne peut pas atteindre un taux de croissance de 6% en 2016. L'actualité internationale, les titres. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les terroristes qui font encore parler d'eux, les condamnations se poursuivent encore ce matin après l'attentat meurtrier de Tunis survenu hier soir. Mali, un autre pays attaqué, l'Allemagne a saisi le Bundestag pour envoyer des soldats aux côtés de la France. Nous parlerons du Burkina Faso, campagne électorale qui touche à sa fin. Élection dimanche prochain. Tout sur les sports. Boubacar Kamel-Dien, bonjour. Bonjour Antoine. Football, CAN U23, J-3, Sénégal donne le ton samedi à Léopold Senghor contre l'Afrique du Sud. Alerte rouge à Mour, pas d'engouement dans la seconde ville de compétition à 72 heures du début des hostilités. Jeanne d'Arc de Dakar, le défi de revenir en Ligue 1 Pro d'ici 3 ans. La vieille dame sénégalaise, le club amateur de National 1 actuellement, fait pourtant courir d'anciens joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. Constat fait ce matin à Dembo Diop lors des tests de l'équipe supervisée par Joseph Koto, coach de la sélection junior du Sénégal. Ligue des champions d'Europe de football, Ibrahimovic retourne sur ses terres à Malmö ce soir. Son actuel club, le PSG, y est pour valider son ticket qualificatif pour les 8e de finale avant la dernière journée. Et puis, point de vue, pèlerinage au lieu saint de l'islam, quelle réforme faut-il opérer d'après vous? Hier, le ministre des Affaires étrangères a parlé de la durée du pèlerinage, mais aussi du nombre de fois qu'on peut l'effectuer. Le rendez-vous, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Du nouveau dans l'affaire cité Tobago, et c'est peut-être même une issue heureuse qui se dessine puisque l'État a pris l'engagement de ne plus détruire les 6 maisons restantes. D'après le porte-parole du collectif des victimes de la cité Tobago, des négociations avec les autorités sont en train de la rencontre annoncée avec le président de la République qui aurait validé les propositions de sortie de crise. Cependant, le collectif demande que les choses aillent très vite. Écoutons à ce propos Medoun Sek au téléphone d'El Haj Nogoudien. On avait commencé à entamer les négociations avec l'État. Il y avait eu des concertations tripartites entre l'État, donc les victimes et la collectivité de Bou. Et dès l'entame de ces négociations, l'État avait dit que ces maisons ne seront plus détruites. Ils vont les maintenir sur le site jusqu'à ce qu'on trouve une solution définitive. Et c'est par rapport à cette décision que les maisons sont restées et ils demandent encore sur le site. Ils ont dit que ces maisons vont rester sur le site jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Notre interlocuteur nous a suivi tout récemment pour nous dire que l'ensemble des propositions qui ont été fournies, aussi bien par la commission technique que par les victimes, ont été validées par le président de la République. Parce que nous négocions avec la primature au nom de l'État et nous avions fait des propositions, mais également la commission technique qui est composée de l'ensemble des services techniques de l'État avait aussi également fait des propositions. La primature qui nous a dit que le président de la République souhaiterait nous recevoir et partager avec nous les solutions qui ont été arrêtées par rapport à la démolition des maisons de Tobago. Mais ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est qu'aujourd'hui, il faut que dans cette attente-là, que l'État puisse tenir en considération les facteurs socio-économiques, parce qu'il faut noter qu'il y a des personnes qui sont passées de propriétaires à locataires après les démolitions. Il y en a qui avaient vendu leur maison, qui avaient des délais pour sortir. Nous, on était obligés d'aller chercher, d'aller rencontrer les acheteurs, les acquéreurs pour leur demander d'accorder encore un délai supplémentaire. Mais tout cela a des limites. Donc il faut que l'État puisse tenir en considération ces facteurs-là et essayer de trouver rapidement la solution. Et puis réduire la durée du pèlerinage au lieu saint de l'islam, réduire aussi le nombre de fois à effectuer le Hajj. Les avis sont partagés sur ces questions évoquées hier à l'Assemblée nationale. Vous allez les entendre dans ce micro-trottoir réalisé par Dian Kemane. Il faut bien diminuer la durée.
et puis éliminer les gens qui partent de manière nombreuse. Parce que nous avons un quota, c'est-à-dire que comme on a un quota, le nombre est bien défini. Il faut d'abord prendre les gens qui ne sont pas partis à la Mecque en premier lieu, et ensuite compléter avec le reste. Je ne suis pas d'accord, parce que si c'est en islam, une seule fois c'est bon. Maximum, une seule fois c'est bon pour l'islam. Ça prouve le nombre de fois que le pèlerinage à la Mecque, ils font de la commerce, ils font du commerce. Par contre, d'autres ont des visas. Il y a certains aussi qui partent pour faire le pèlerinage à leurs parents. Ça dépend les gens. Il y a des gens qui, pour faire commerce, il y a des gens qui vont là-bas. Il y a des gens aussi qui vont là-bas, qui n'ont le moyen pour partir à la Mecque pour cela, quoi. Si c'est pour le travail, en cas de business, ça je suis d'accord. Il est 12h06 partout au Sénégal et vous suivez le grand journal. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Sortir au vitriol du président gambien contre certaines personnalités sénégalaises. Des Gambiens rencontrés à Dakar ne sont pas d'accord avec leur chef d'État. Dans le reportage de Mohamed Ali Mouba que vous allez entendre, ils estiment que Yahya Jammeh ne doit pas détruire les liens entre les deux pays. Suivez plutôt le reportage de Mohamed Ali Mouba, ce sera dans quelques instants. Risque de paralysie des cours à la faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants dénoncent les lenteurs notées dans la livraison du nouveau bloc pédagogique dont les travaux ont démarré depuis 7 ans. Il n'exclut pas d'aller en grève le 1er décembre prochain. Le président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, Noël Bagidi, avec Boubacar Kanadien. Nous avons notre ancien nouveau bâtiment qui a été démarré depuis 2007 et les autorités peinent à nous le livrer. Bon, le 8 octobre dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur était en tournée ici. Et avec sa délégation officielle, dans sa délégation, il y avait le responsable du chantier. Et ce dernier s'était engagé à nous livrer le bâtiment le 30 novembre. L'état d'avancement dans lequel le bâtiment est, franchement, ne nous permettra pas de faire court le 1er décembre de cette année-ci. Depuis 2007, nous peinons vraiment à recevoir ce bâtiment-là. Et bon, peut-être qu'il sera très difficile de le comprendre, mais si on fait juste un ratio, nous sommes des étudiants qui travaillons sur du matériel humain. Un médecin, un pharmacien, un chirurgien dentiste, il n'a pas le droit de faire une erreur telle qu'elle soit sur un malade, sinon le malade meurt. Donc, cela sous-tend d'une très bonne formation, d'une qualité de formation qu'il est censé recevoir à la fac de médecine. Et cette qualité de formation-là, actuellement, sans les infrastructures qu'il faut, vraiment, elle ne pourra pas être au rendez-vous. Guyenne, c'est dans le département de Kaffrine. Les populations accusent la société énergétique ERA. ERA, c'est Énergie Rurale Africaine, sont ces populations, cette société à qui l'État a confié leur électrification ou l'électrification de ces différentes localités exige de payer des factures d'éclairage public, ce que les populations de cette localité Newden refusent. Correspondance Ibrahim Adjamé. Les populations de Guyane dans la rue, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Kaffrine, depuis plus de 2 mois, le village est dans le noir, leur électricité est coupée et elles indexent la société dite ERA, Énergie Rurale Africaine, qui selon elle leur exige de payer l'éclairage public. Ibrahim Adien, porte-parole des manifestants, a lu la déclaration de Guyane. Depuis le 9 septembre 2015, la société Énergie Rurale Africaine ERA a interrompu l'éclairage public de notre village Guyane. Elle nous a demandé de cotiser pour payer l'éclairage public à raison de 6 000 francs CFA pour l'abonnement et 3 000 francs CFA par mois pour chaque potolampe. Du jamais vu, selon Maître Massouk Nakan, président de SOS Consommation, venu leur apporter son soutien. Ça ne s'est jamais vu au Sénégal. On n'ose pas venir dans les villes comme Dakar, Saint-Louis, Kaolack ou Touba, aller dans les quartiers, demander aux populations des quartiers de se cotiser pour payer l'éclairage public. C'est ce qu'on demande à Ndjoudjen. Les autorités ont été interpellées, a fait savoir l'avocat, mais jusque-là, les choses restent en l'état. C'est extrêmement grave. Nous avons écrit à toutes les autorités et personne n'a réagi à part le ministère qui a envoyé une lettre à la CRSE, mais on n'a pas pour autant demandé à ERA d'exiger de ERA qu'elle rétablisse l'éclairage public qu'elle a abusivement interrompu. En plus de cela, les populations de Guyane exigent une indemnisation des 2 mois de coupure qu'elles disent avoir lamentablement vécu, mais en réponse, les responsables de la société énergétique que nous avons joints par téléphone leur ont fait savoir qu'ils ne peuvent pas acheter l'énergie à l'État et fournir gratuitement l'électricité aux populations. Ibrahim Diamé Kaoulak, Radio Futur Média. Direction Assemblée nationale, Ali Mouba, c'est plutôt Mamadou Amar Dion. Bonjour Amar.
Bonjour Antoine. Oui, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Environnement défend à l'instant le budget de son département. Dans les débats, les députés ont évoqué la question de la fermeture de la décharge de Mebeus, la pollution de l'air par certaines industries et le problème des sachets plastiques qui préoccupe également les parlementaires. Oui, effectivement, Antoine, les députés sont à l'instant en train de poser des questions au ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdoulaye Bibi Baldé, qui est là présent en train d'écouter les parlementaires. Principale préoccupation, vous l'avez dit, d'abord la problématique de la décharge de Mebeus. Les députés s'interrogent sur sa date de fermeture et même la création d'un centre d'enfouissement technique pour une meilleure gestion des ordures. Autre question, les sachets plastiques qui sont devenus rares du fait de leur interdiction. Les députés sont d'accord que cela pollue, mais veulent une sensibilisation des populations en vue de préparer l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier prochain. Les feux de brousse qui ont détruit plusieurs hectares de forêt et même des champs préoccupent également les représentants du peuple. Il faut corser la lutte, dit-il. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Antoine, a été également interpellé sur la pollution de l'air, vous l'avez dit tout à l'heure, avec certaines entreprises qui ne respecteraient pas les normes environnementales aux grandes dents des populations, confrontées très souvent à des problèmes de santé. L'érosion côtière aussi, dans plusieurs zones, à Saint-Louis, Rufisque, Bargny, entre autres, aussi le trafic de bois qui provoque la déforestation. Bref, les préoccupations ont été nombreuses. Les députés continuent à poser des questions au ministre de l'Environnement et du Développement durable. À noter que le budget du ministère de ce ministère donc a connu une baisse cette année. Il est passé de 22 milliards 155 millions de francs CFA à 21 milliards 688 millions de francs CFA, soit une baisse de plus de 467 millions de francs CFA. Une baisse qui, en grande partie, Antoine, serait due au transfert de l'Agence nationale de l'aquaculture, l'ANAM, qui maintenant est rattachée au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Voilà, si vous n'avez pas de questions, Antoine, c'était Mamadou Amardione de l'Assemblée nationale pour la RFM. Mamadou Amardione, merci. 3022 milliards de francs CFA, c'est le budget du Sénégal. Et le chef du département économie et gestion de l'université, Cheikh Anta Diop de Dakar, parle de manque de cohérence. Pour Aliou Diouf, le Sénégal ne peut pas atteindre un taux de croissance de 6% en 2016 puisque des secteurs productifs ne sont pas dotés d'un budget conséquent. Ismaël Kamara. Au budget 2016 en hausse, la présidence et la primature se taillent la part du lion, ce qui est illogique aux yeux du chef du département économie et gestion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Aliou Diouf. La contradiction, c'est que lorsqu'on veut atteindre un taux de croissance annuel au moins de 7%, on pense effectivement à augmenter la production dans le pays considéré, l'indicateur que les économistes appellent le produit intérieur brut. Et il est quand même aberrant, et ce n'est même pas compréhensible. Au moment où ce budget effectivement augmente, la rationalité économique voudrait qu'au niveau de l'arbitrage, les secteurs d'activité porteurs de croissance, à savoir l'agriculture, le tourisme, les transports, etc., au moment où ces secteurs devraient effectivement avoir une part assez importante du budget, il est même contradictoire. On voit que le budget estimé de la présidence et de la primature ont une part assez importante de ce budget. Or, c'est des secteurs qui ne sont pas productifs. L'universitaire se désole de la démarche adoptée par l'État. D'après lui, la priorité réside dans des secteurs porteurs tels que le tourisme, l'agriculture, entre autres, ce qui n'est pas le cas pour ce présent budget. Augmenter la production, c'est mettre l'argent dans des secteurs qui rapportent. Les secteurs qui rapportent, c'est le secteur primaire, le secteur secondaire, c'est le secteur tertiaire. Ce n'est pas le secteur de l'administration. Quand on parle de présidence, on pense à l'administration. Quand on parle de primature, on pense effectivement à l'administration. Et ça peut même être source de conflit. Dans ces conditions, l'économiste est d'avis que le Sénégal ne peut pas atteindre en 2016 un taux de croissance de 7%. Aliou Diouf estime que les objectifs du PSE sont même voués à l'échec, d'autant que pour lui, une augmentation significative du budget n'est pas synonyme de croissance. Le pape François entame aujourd'hui sa première visite en Afrique. Il doit se rendre au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique. Pour le curé de la paroisse de Saint-Louis, cette visite est à placer sous le signe de l'espérance vu que le continent africain est confronté à beaucoup de difficultés. Écoutons l'abbé Ferdinand Sambou. Il est joint par El-Haj Djogouzienne. Le pape, c'est un pape de renouveau qui nous exprime toute l'option préférentielle de l'Église pour les pauvres. Et quand on parle de pauvres, c'est
tous ces gens-là qui sont les blessés de la vie, tous ces gens-là qui sont malades, tous ces gens-là qui manquent de moyens pour vivre. Et le pape est là aujourd'hui pour donner à l'Afrique aujourd'hui un renouveau. Et nous savons ce que nous vivons. Il y a le problème du sida, il y a le problème du terrorisme, il y a les guerres fratricides. Et tout cela, le pape vient aujourd'hui pour nous donner la joie de vivre l'évangile qui est une bonne nouvelle. Et nous en sommes très heureux en tout cas. On connaît beaucoup de difficultés. Il y a la crise économique qui est un problème majeur en Afrique. Il y a la question du sida, il y a la question de guerre dans certaines parties de notre continent. Il y a la question du terrorisme aujourd'hui qui est en train de faire tache d'huile. Donc le pape est là pour nous donner la joie de revivre. Et cette année, qui est consacrée à la miséricorde, doit être pour nous un motif d'espérance, un motif de renouveau pour nous remettre en route et voir en tout cas tout ce qui pourrait nous aider à vivre cette bonne nouvelle qui nous est proposée, la bonne nouvelle de l'Évangile. Bonne transition pour l'actualité internationale. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. L'Allemagne aux côtés de la France pour aider le Mali. 650 soldats allemands seront déployés au Mali pour soutenir la France. C'est une annonce de Ursula von der Leyen, ministre allemande de la Défense. Mantouré. La MINUSMA ne compte que 150 soldats allemands et il n'était que 10 dans le nord du Mali. Aujourd'hui, son gouvernement veut envoyer jusqu'à 650 militaires. Une annonce de la ministre de la Défense, Ursula von der Leyen. C'est pour soulager la France, dit-elle, déjà engagée en Syrie contre le groupe djihadiste. Son discours, nous voulons et devons être aux côtés de la France et tout faire pour aider dans cette situation difficile. C'est après avoir évoqué les attentats à Paris au cours d'une réunion de la commission défense de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit principalement de prêter main forte aux casques bleus, dont quelques 600 soldats néerlandais en matière de logistique et de formation, a précisé la ministre chargée de la Défense. Son ministère, justement, avait annoncé dès octobre, avant les attentats en France, qu'il envisageait de renforcer l'engagement allemand dans le nord du Mali, mais sans la moindre précision sur les modalités. Si la contribution allemande renforce la stabilité et le processus de paix dans le nord du Mali, alors le lien des Français avec cette partie du monde ne sera plus aussi fort, dit-elle. La chancelière, Angela Merkel, s'exprimant au Bundestag avant de se rendre à Paris, a de son côté souligné que Berlin restait solidaire aux côtés de la France. Si un engagement supplémentaire s'avère nécessaire, nous ne l'exclurons pas d'emblée, a-t-elle promis. Et ce sont ses mots. Mantouré, l'Afrique de l'Ouest entend lutter contre la criminalité transnationale. L'Afrique de l'Ouest, l'ONU et Interpol comptent mettre en place des unités spécialisées pour lutter contre la criminalité transnationale. C'est ce qui a été décidé hier à Bissau lors d'une rencontre. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambaz, a salué les progrès accomplis par la Guinée-Bissau, plaque tournante de la drogue depuis l'élection du président José Mario Vaz l'année dernière. Élection présidentielle et législative au Burkina Faso. Je n'ai vu qu'un seul individu au pouvoir. Parce qu'on en a marre. RFM au cœur de l'événement. Maintenant là, ça passe ou ça casse. RFM partout, tout le temps. Le changement, c'est maintenant ou jamais. Et vous pourrez suivre l'élection présidentielle et législative, les législatives au Burkina Faso avec RFM, avec nos envoyés spéciaux. Justement, nous restons dans ce pays qui sera aux urnes dans quelques jours. Et la campagne, Antoine, électorale est dans sa dernière ligne droite. Les candidats en lice depuis plusieurs semaines essaient de convaincre les Burkinabés autour de leur projet de société. La présidentielle et les législatives, vous l'avez dit, sont prévues dimanche prochain. La veuve de Thomas Sankara, qui avait promis de participer à la campagne électorale aux côtés du parti sankariste, n'est finalement pas venue. Mariam Sankara a des ennuis de santé. Selon APA News, Madame Sankara doit subir une intervention chirurgicale. La Centrafrique au menu d'un sommet extraordinaire à Libreville au Gabon aujourd'hui même. Les 11 États membres de la CEEAC, la communauté économique, à l'initiative de cette rencontre de Libreville. La situation
négociations en Centrafrique sera passé au peigne fin lors de ce sommet extraordinaire qui se tient à Libreville au Gabon et d'où nous appelle Yves-Antonio Ougoula. La question de la sécurité en Afrique centrale est au cœur des débats. Les problèmes de la République centrafricaine vont être mûrement réfléchis par les chefs d'État et de gouvernement des 11 pays membres à la veille de l'arrivée du pape à Bangui. Le président en exercice de la CEAC, le Gabonais Ali Bongo Ondimba, va avec ses pairs voir si les résolutions prises à Yaoundé au Cameroun lors du dernier sommet ont été respectées. La communauté économique des États de l'Afrique centrale avait décidé que les 11 pays membres rassemblent la somme de 50 milliards de francs CFA pour aider le Tchad et le Cameroun dans la lutte contre les terroristes de Boko Haram. Selon le secrétaire général de la CEAC, le Tchadien Ahmad Alami, le sommet va aussi aborder la crise d'après-élection au Burundi. Le diplomate a été reçu mardi au palais du bord de mer par le chef de l'État gabonais. La communauté économique des États de l'Afrique centrale va à l'occasion afficher sa solidarité au Mali et à la Tunisie touchés par des actes terroristes. La rencontre de Libreville va en somme définir une position et autres stratégies pour assurer la paix et la sécurité des peuples en Afrique centrale. Yves-Antonio Goula, Libreville, RFM. Et les réactions se poursuivent encore ce matin après l'attentat meurtrier de Tunis. Attentat survenu hier soir dans la capitale tunisienne. Des personnalités politiques du monde entier condamnent cet acte qu'ils qualifient d'odieux. L'ancien président tunisien qui a été visé par un projet d'assassinat, Monsef Marzouki, a déclaré que ces terroristes veulent juste installer la peur afin que personne ne vive une vie normale. Rappelons que l'attentat d'hier a fait 13 morts et c'est le buste de la garde présidentielle qui a été attaqué, Antoine. Merci Binta Diallo pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, quelle réforme faut-il opérer d'après vous? Vous aurez la parole dans quelques minutes. RFM. Les sports avec Boubacar Kandalien, du football avec la CAN des U23. La dernière ligne droite, oui, top départ samedi prochain. En match d'ouverture au stade Léopold Sédar Senghor, le Sénégal croise le fer avec l'Afrique du Sud. Coup d'envoi 15h30 samedi prochain à 18h dans l'autre rencontre de cette poule A. La Tunisie affronte la Zambie. La poule B basée à Mbour au stade Caroline Faye entre en liste dimanche prochain. Il est composé, elle est composée, cette poule, du Mali, prétendant sérieux au titre, du Nigeria, de l'Égypte et de l'Algérie. La succession du Gabon, le tenant du trophée, est donc ouverte. La finale est prévue le samedi 12 décembre prochain à Léopold Sédar Senghor. Les 3 premières places de la CAN U23 sont qualificatives aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, au Brésil. Toujours U23, nous sommes à J-3 et c'est pas encore le grand engouement. Constat de notre correspondant à Mbour, dans la seconde ville de compétition, les gens ignorent même le tournoi, qu'un tournoi continental se prépare, mais le comité d'organisation locale s'y attelle pour corriger tout cela avant la première journée du groupe B dimanche prochain. Abdou Diouf Junior. Le comité local d'organisation installé ce matin, une réunion présidée par des responsables du comité national, dont le vice-président de la fédération Amadou Kane. Ce comité nouvellement installé va tenir une réunion pratique. Cette réunion permettra à tous ses membres de s'imprégner des tâches qui leur sont assignées, des réglages tardifs qui ne permettront pas forcément une bonne propagande autour de cet événement prévu dans 72 heures. D'ailleurs, il n'y a pas d'engouement dans la capitale de la Petite Côte. Beaucoup de Mbourois ignorent qu'une fête du football aussi importante va se passer dans cette ville. Même si le point focal du comité local d'organisation annonce qu'ils ont commencé à accrocher des banderoles, des affiches entre autres. Mam Malik Ndiaye est également membre du comité national d'organisation chargé de la mobilisation. Selon lui, chaque équipe aura son groupe de supporters et d'animateurs. Une autre réunion est prévue pour discuter avec ses supporters des heures de match et d'autres modalités pratiques. Ce sont ces mêmes dispositions qui ont été prises lors du CHAN U20 avec au bout une organisation satisfaisante. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Football, test de recrutement de la Jeanne d'Arc de Dakar, la GIA à la quête de la perle rare. Deuxième journée des tests ce matin à Demba Diop.
malgré son statut de club amateur de National 2. National 2, c'est l'équivalent de la 4e division. La vieille dame sénégalaise a fait encore courir d'anciens joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 professionnelle. Tous rêvent de taper à l'œil des recruteurs, dont Joseph Koto, le sélectionneur de l'équipe nationale junior de football du Sénégal. L'objectif de ces joueurs est donc de ramener la Jeanne d'Arc de Dakar en Ligue 1 d'ici 3 ans. Prochainement, nous allons... Oui, lors de nos prochaines éditions, on va suivre le reportage de Sodatiam. Kamel, la suite du journal des sports, bien entendu. Oui, avec la 5e et avant-dernière journée de la Ligue européenne des champions de football, la fin des matchs ce soir, à 19h45, heure de Dakar, le PSG se déplace sur la pelouse de Malmö. Zlatan Ibrahimovic, très attendu pour ce match contre son club formateur suédois. Ibra a grandi à Malmö. Dans l'autre rencontre de ce groupe A, le leader Real de Madrid est en Ukraine contre le Shakhtar Donetsk. C'est également à 19h45. À la même heure, dans la poule B, Manchester United premier rencontre son dauphin, le PSV Eindhoven. C'est pour le leadership du groupe. Auparavant, dès 17h cet après-midi, le CSKA Moscou reçoit Wolfsburg. Dans le groupe C, 15h, Astana Benfica, 19h45, Atlético Madrid contre Galatasaray. Au même moment, à suivre le choc de la poule D entre le leader Manchester City et la Juventus, deuxième. Un point sépare les deux clubs. Le match est prévu à Turin en Italie et déjà 5 clubs ont validé leur ticket pour les 8e de finale. Barcelone, le tenant du titre, Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City et Zenit Saint-Pétersbourg. En revanche, Lyon est éliminé dès le premier tour avec 4 défaites pour un match nul en 5 journées. La 6e journée de la Ligue européenne des champions de football va se disputer dans 15 jours. Merci Boubacar Kamel pour cette page des sports.